Et là, ça marche. Bonjour à tous. Donc, on est ravis d'être là pour vous présenter comment mesurer l'empreinte carbone de projets d'hydrogène vert. Alors, on a 20 minutes, donc accrochez-vous. Je me présente, je suis Marion Henriet, je suis en charge de l'activité hydrogène chez CVE et directrice de l'innovation. Et avec moi, il y aura Alexandre Hautement, qui est responsable des modèles opérationnels hydrogène chez CVE, et Elodie Randrema de la société EY, qui nous a accompagnés pour développer cet outil de mesure de l'empreinte carbone d'un projet d'hydrogène vert. Alors, pour commencer très rapidement, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde sait qui est CVE, donc je vous éclaire tout de suite. CVE, nous sommes un producteur indépendant d'énergie renouvelable, présent sur le solaire photovoltaïque, la petite hydroélectricité, la production de biogaz par méthanisation et maintenant la production d'hydrogène vert. On est présent sur toutes les étapes de la vie d'un projet, du développement à la vente de l'énergie, en passant par toutes les étapes intermédiaires. CVE, on est aussi entreprise à mission. Notre raison d'être, c'est de placer l'humain et la planète au cœur des énergies de demain. Et donc, c'est pour ça qu'on a à cœur à mesurer notre empreinte carbone, d'une part, en tonnes de CO2 par, ça dépend, kilowattheure électrique si c'est du solaire photovoltaïque ou kilo d'H2 si c'est de l'hydrogène. On mesure aussi l'empreinte locale de nos projets, sociale de nos projets, en nombre d'emplois créés, mais ça, ce sera pour une prochaine fois. Notre modèle, c'est un modèle de production d'hydrogène décentralisé au plus près des territoires. On produit pour qu'il soit utilisé sur place. Donc en général, on se trouve en dessous de 30 MW pour l'hydrogène. On peut passer les objectifs. Voilà, et donc ça fait quelques années qu'on mesure cette empreinte carbone de nos projets. On l'a fait sur le solaire. On a fait vérifier cet outil par un laboratoire des mines de Paris. Et pour nous, c'est très important d'avoir cette approche rigoureuse et scientifique de mesure de l'impact parce qu'on veut pouvoir donner des valeurs qui soient crédibles, qui vont un petit peu au-delà de la règle de 3. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est parce qu'on souhaite pouvoir, à la fin, avoir un business plan à impact. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va voir nos clients ou quand on va voir nos banques, on leur présente un TRI. Bon, ok. Mais nous, on veut leur présenter trois choses. On veut leur présenter un TRI d'une part, mais aussi un TIC, un taux d'impact carbone, et pourquoi pas demain un TIL, un taux d'impact local. Et c'est à la lumière de ces trois indicateurs qu'on veut que nos parties prenantes, nos clients, nos banques décident. Donc pas uniquement sur le TRI, mais aussi sur les autres sujets. Voilà, c'était ça. Pourquoi mesurer aussi ? Mesurer parce que comme ça, au moins, on sait où on en est. Et une fois qu'on a bien mesuré, on peut s'améliorer et connaître les postes les plus importants qui font l'empreinte carbone des projets. Bon, maintenant, pour parler beaucoup plus concrètement, je vais laisser peut-être la parole à Elodie qui va nous expliquer la méthodologie qu'on a utilisée pour développer cet outil. Et ensuite, Alexandre vous donnera les premiers résultats. Suspense. Bonjour à toutes et à tous. Alors, par empreinte carbone, en fait, ce à quoi on s'est attaché, et là je vais vous présenter le périmètre de notre outil, de l'outil qui a été développé donc, avec CVE, c'est déjà de regarder l'ensemble du cycle de vie d'un projet hydrogène. Par ensemble du cycle de vie, on entend bien sûr l'amont sur les matières premières, la fabrication des équipements, leur acheminement également, donc la partie fret qui est aussi un élément important. La construction bien sûr, l'aménagement, tout ce qui va être aménagement de terrain, production d'électricité. On y reviendra tout à l'heure parce que c'est justement là où on s'est attaché à faire des analyses de sensibilité un peu plus poussées pour bien identifier les enjeux de cette production d'électricité, à la fois en termes de considération de la temporalité, mais également des actifs ou des actifs sur lesquels on peut s'appuyer justement pour alimenter un électrolyseur. La phase vraiment de production-distribution, donc tout ce qui va relever de l'exploitation des actifs de production d'hydrogène, et ensuite le transport de l'hydrogène jusqu'aux utilisateurs finaux et bien entendu la fin de vie des installations. La deuxième dimension du périmètre de cet outil, au-delà du cycle de vie du projet qui est rappelé sur la partie gauche de la diapositive, donc de l'étude, conception jusqu'au démantèlement et fin de vie, c'est de pouvoir vous présenter le périmètre du projet. Quand on parle de projet hydrogène aujourd'hui, on s'est attaché dans l'outil à avoir une première brique vraiment de production,
puisque c'est là où on va avoir les plus gros enjeux sur l'exploitation notamment, mais en termes de consommation d'électricité. On s'est également laissé l'opportunité de pouvoir également introduire dans cet outil un module de distribution. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, dans le cadre de projets, on peut être amené à avoir aussi une station de distribution sur le site ou à proximité. Donc on a vraiment pris l'ensemble d'un projet hydrogène et pas uniquement de la production dans le cadre de cet outil. Et donc le petit focus que l'on vous fait, c'est bien entendu sur la consommation d'électricité. On le sait, hein, déjà, ne serait-ce que sur la gestion des OPEX, aujourd'hui, la consommation d'électricité, c'est le poste prioritaire, le poste majoritaire. On va le voir aussi, c'était également important de pouvoir faire ce zoom-là aussi du point de vue de l'impact CO2. Et je laisse Alexandre vous présenter les résultats. Merci Elodie. Alors, les principaux résultats. Donc, on a notre électrolyseur de 2 MW, couplé contractuellement avec une centrale solaire de 13 MW. Technologie alcalin, durée de vie de l'équipement 20 ans. Donc, on peut se dire que l'électrolyseur partira à la retraite relativement tôt, peut-être pas avec tous ses droits. Les principaux résultats. Donc, sur l'ensemble de sa durée de vie, ce projet de production d'hydrogène va produire 13 000 tonnes de CO2. Donc ça représente globalement un petit peu près les émissions de nous tous ici dans la salle pendant 20 ans. Mais plus intéressant, en kilogrammes d'hydrogène, 2,17 kg d'hydrogène par kilogramme d'H2. Si on vient remplacer un hydrogène carboné gris à 11 ou 13 kg de CO2 par kilogramme d'hydrogène, on est 6 fois moins carboné. Maintenant, si on utilise cet hydrogène pour remplacer du gaz naturel fossile dans une chaudière, par exemple, ou un brûleur, 50 grammes de CO2 par kWh PCS. Le gaz fossile, c'est 200. Donc ici, on décarbone par un facteur 4 le process. Enfin, si on reconvertit cet hydrogène en électricité dans un véhicule, par exemple, dans un poids lourd, on voit qu'on arrive à une électricité de 130 grammes de CO2 par kWh électrique. C'est plus que des énergies renouvelables, mais il faut avoir à l'esprit que l'hydrogène ici a servi de vecteur, de stockage, puisqu'on a pu consommer l'électricité, non pas au moment où on le produisait, mais au moment où on en avait besoin dans le véhicule. Si maintenant on regarde un petit peu les grands postes de consommation, un point intéressant, on voit que le transport représente presque 10% du bilan carbone du projet. C'est lié au transport de cet hydrogène jusqu'à l'usager, d'où l'importance de limiter la distance entre l'électrolyseur et les usagers. Et c'est également lié aux infrastructures, ce qu'on appelle les tube trailers, puisque pour transporter 300 kg d'hydrogène, il faut 22 tonnes d'acier, ce qui est très significatif. 22 tonnes d'acier, c'est ce dont on a besoin pour développer des ombrières photovoltaïques sur 2000 m². Et enfin, et surtout, l'électricité, qui va représenter, on le voit, plus du 3/4 du bilan carbone de l'hydrogène qu'on produit. Donc un mot sur cette électricité. Sur un projet de... Il y a plusieurs façons de comptabiliser, de s'approvisionner en électricité. D'une part, l'additionnalité. Est-ce qu'on va utiliser des nouveaux moyens de production NR? Est-ce qu'on va utiliser des moyens qui sont déjà existants? Proximité géographique, on sera toujours en France. Et temporalité. Est-ce que l'électrolyseur consomme en même temps qu'a lieu la production d'énergie renouvelable? Ou est-ce qu'on fait une réconciliation sur une maille mensuelle ou trimestrielle? C'est tous les débats qui animent en ce moment la Commission et le Parlement européen. Donc, on a modélisé ces différents cas et on en retient quelques messages intéressants. Premièrement, si on fait tourner l'électrolyseur le max 95% du temps, eh bien forcément, si on se met sur une maille de réconciliation horaire, on va davantage comptabiliser l'électricité qu'on soutire du réseau. Ça dégrade un petit peu le bilan carbone de notre hydrogène, qui reste néanmoins très vertueux à moins de 3 kg de CO2 par kilogramme d'hydrogène. Deuxième cas, si on ne veut produire que de l'hydrogène vert, alors on se rend compte qu'on peut avoir un excellent bilan carbone si on est sur la bonne maille de réconciliation, mais on peut aussi le dégrader si on est en réconciliation horaire, parce qu'on va moins faire fonctionner l'électrolyseur, 40% du temps. Donc non seulement économiquement parlant, le projet sera certainement moins intéressant, et d'un point de vue environnemental, on voit que ça se dégrade également. Donc à vouloir faire plus vert que vert, est-on toujours vert? Dernier scénario,
et finalement conclusion aussi intéressante, en venant rajouter de l'éolien, on va pouvoir augmenter le facteur de charge de l'électrolyseur, améliorer la rentabilité économique, c'est certain, et surtout améliorer le bilan carbone en descendant sous 2 kg de CO2 par kg d'hydrogène. Les grands messages à retenir. Donc, l'électricité, quelle que soit la façon de la comptabiliser, in fine, ça sera toujours le plus grand poste de consommation, d'émissions de CO2, pardon, pour un projet hydrogène. Deuxième message, il faut essayer d'allonger le plus possible la durée de vie des équipements, parce que ça va permettre in fine de baisser ce bilan carbone. Et sur le stockage et le transport de cet hydrogène, aller, et c'est ce que fait la filière, aller vers des technologies moins consommatrices de matière, avec des matériaux composites par exemple, qui vont permettre de transporter plus d'hydrogène avec un meilleur bilan environnemental. Un troisième message, c'est l'additionnalité, et c'est très important. Si on développe des nouveaux projets ENR pour alimenter ces électrolyseurs, on améliorera encore davantage le bilan carbone du projet, car tout le surplus d'électricité qui ne sera pas consommé par l'électrolyseur ira sur le réseau et participera à la décarbonation du réseau électrique français. Et enfin, dernier message, on l'a vu, ces questions de réconciliation sont aussi importantes et vont avoir un impact sur le taux de carbone dans l'hydrogène qu'on produit. Donc voilà, là, c'était un petit aperçu des premiers résultats qu'on a eus et on était assez contents finalement d'obtenir ces résultats puisqu'ils confortaient notre vision, la vision de CVE de la production d'hydrogène. Donc d'abord la production d'un hydrogène vert avec des sources d'énergie renouvelable additionnelles. Ça tombe bien puisque CVE, on est aussi producteur d'électricité photovoltaïque. Donc on a fait un checkmark, c'est bon. La deuxième chose qu'on s'est dit, et vous l'avez vu quand Alexandre a comparé un petit peu les résultats de l'empreinte carbone de l'hydrogène par rapport à d'autres énergies, finalement, l'hydrogène, ce n'est pas forcément la solution à tous les problèmes de décarbonation. Par exemple, un acteur qui travaille dans la mobilité, il va peut-être hésiter pour se décarboner entre de l'électricité verte, du gaz vert aussi, du biogaz, et de l'hydrogène. Et nous, ce qu'on veut être en mesure de lui fournir chez CVE, c'est une analyse à la fois des TCO, des Total Cost of Ownership, de l'aspect économique en fait de ce choix, mais aussi de l'impact environnemental de ce choix et pourquoi pas de l'impact social de ce choix. Et ça tombe bien puisque nous, on est agnostique finalement en techno. On produit de l'électricité verte, on produit du biogaz, on produit de l'H2. Et donc notre ambition, c'est vraiment de pouvoir fournir des analyses qui soient rigoureuses et de faire le meilleur choix. Et le meilleur choix, ce sera peut-être pas celui de l'hydrogène vert. Et je le dis dans un salon hydrogène. J'espère que je ne suis pas enregistrée. Si, tant pis. Voilà. Et donc le troisième choix, donc c'était la deuxième ambition. La troisième ambition, elle est probablement un peu plus lointaine, c'est de donner de la valeur à la flexibilité qu'offre ce vecteur hydrogène. Vous l'avez vu dans les résultats qu'a présenté Alexandre. L'hydrogène, si on l'utilise en électricité, en power to gas to power, on a une empreinte carbone de 130 grammes de CO2 par kilowattheure électrique, là où le solaire et l'éolien sont autour de 20 grammes. Donc c'est moins bon. C'est moins bon, mais sauf que s'il n'y a pas de soleil et s'il n'y a pas de vent, on n'a peut-être pas d'autre choix que d'utiliser cet hydrogène ou d'autres sources qui seraient présentes sur le territoire à ce moment-là. Et donc, c'est cette valeur environnementale et économique de l'hydrogène qu'on veut essayer de capter. Et voilà. Et donc, pour finir, on avait quelques exemples d'analyse de scénarios de décarbonation, à la fois pour des mix industriels ou pour la mobilité, où évidemment on ne sort pas avec une solution unique à proposer à nos clients. En général, on va plutôt arriver avec un mix de solutions, c'est ce qu'on va leur recommander, parce que comme critère tout à l'heure, j'ai aussi oublié l'exposition au risque. Si on fait le choix du 100% électrique, on se retrouve exposé aux risques liés au marché de l'électricité. Mais donc voilà des exemples d'analyses qu'on va pouvoir être en mesure de faire. On peut passer à la dernière slide pour voir nos têtes merveilleuses et puis surtout pour vous laisser la parole si vous avez des questions. Je ne sais pas quelle heure il est. 14. Nous avons donc 6 minutes pour répondre à vos questions si vous en avez. N'hésitez pas. Toute question est acceptée. Alors peut-être... Ah, il y en a une.
Oui, à quel quel LCOH, quel coût de l'hydrogène arrivez-vous dans le scénario optimum, mix solaire éolien? Alors, je ne sais pas si on va communiquer ces chiffres, mais ce qui est sûr dans les modélisations qu'on fait, c'est qu'économiquement, c'est aussi en faisant ce mix PV plus éolien qu'on va réussir à produire l'hydrogène au meilleur coût et avec la meilleure visibilité, même dans la durée sur son prix, puisqu'on est capable de couvrir, on l'a vu, jusqu'à 70% des besoins de l'électrolyseur. Ce qui est intéressant quand on mesure le LCOH, c'est qu'on retrouve un peu les gros postes associés au carbone, c'est-à-dire qu'on va avoir le poste électricité qui va jouer pour 60%, voire plus, du coût du LCOH. Et donc voilà, en optimisant l'approvisionnement en électricité, on va pouvoir baisser le LCOH et ça va être corrélé aussi au fait qu'il soit vert, parce que nous, on va faire des contrats de gré à gré, des Power Purchase Agreements entre nos centrales solaires et l'électrolyseur, et donc on va pouvoir donner à l'électrolyseur un prix fixe sur la durée, qui aujourd'hui est compétitif. Vous m'auriez posé la question il y a 6-7 mois, ça n'aurait pas été le cas, mais en tout cas aujourd'hui, oui, est compétitif. Oui, ça fait le lien avec la presse de demain que EY donnera sur les modèles d'approvisionnement en électricité à 11h30, c'est ça? En forum 1, avec Marianne. Ouais. J'ai une question. Pour les applications pour le transport, est-ce que vous avez considéré, au lieu de reproduire de l'électricité pour mettre dans une batterie, la possibilité de le brûler dans un moteur thermique? C'est un excellent point. Ça fait partie des usages qu'on veut effectivement mesurer plus finement, parce qu'on en entend un peu moins parler, en tout cas en Europe, mais c'est vrai que d'un point de vue rendement énergétique, ça peut être effectivement très pertinent. Bien. Est-ce que les analyses de cycle de vie sont comparables? Alors là-dessus, c'est vrai que je n'ai pas forcément détaillé les sources que l'on a utilisées, mais bien sûr, on s'est appuyé sur à la fois de la bibliographie existante. Je pense notamment à l'étude qu'avait produite l'ADEME il y a maintenant 2 ans, il me semble, sur l'ACV des projets hydrogène. On s'est également aussi appuyé sur un certain nombre d'entretiens avec des experts aussi pour challenger un peu ces chiffres. Mais donc oui, bien sûr, et c'est aussi pour ça qu'on s'est attaché à reprendre des postes assez classiques. C'est vrai qu'on CVE avait justement développé il y a 2 ans un outil similaire, mais pour les projets PV. Et donc l'idée, c'est vraiment de repartir de ces postes et de ces catégories relativement normées et classiques pour justement pouvoir faire des comparaisons. Tout à fait. La durée de 20 ans, est-ce que c'est un choix arbitraire? Pourquoi 20 ans? 20 ans, c'est la durée qu'on met dans nos business plans pour regarder la rentabilité des projets aujourd'hui. C'est la durée de vie des équipements. Donc on les regarde sur 20 ans. Mais effectivement, un des axes pour améliorer cette empreinte carbone de kilos de CO2 par kilo d'H2, si on augmente le nombre de kilos d'H2 au dénominateur, on va réduire forcément cette empreinte carbone. Donc plus on va faire durer la vie des équipements, meilleure sera l'empreinte carbone par kilo d'H2 produit, bien sûr. Mais il y aura plus d'émissions de gaz de CO2 ou pas? Non, pas forcément, puisque oui, c'est vrai qu'il y a l'électricité qui joue un axe important, mais si on augmente le dénominateur, on va pouvoir quand même faire baisser. All in all, ça baisse. Il y a le vieillissement du matériel aussi, quoi. Exact. C'est vrai. Aymeric, on n'entend rien. Excusez-moi, une question, donc Aymeric Lefort d'Artelia, une question par rapport à l'usage, parce que quand on parle d'H2, on parle d'un vecteur à densité énergétique bien moindre que d'autres vecteurs. Et donc derrière, à iso-usage, donc à iso-énergie finale consommée, on est à quel écart sur le CO2? Pour revenir. Ah, c'est pour l'usage, c'était déjà mes pages. Tu veux répondre? Alors, on a effectivement, donc là où sur l'usage, donc c'est ce que montrait Alexandre tout à l'heure, donc on a essayé de reconvertir en kilowattheure PCS et en kilowattheure électrique. Mais effectivement, là où tu as un bon point, c'est que quand on va regarder sur l'usage, on n'a pas regardé l'empreinte carbone associée à la production des moteurs, des équipements qui vont utiliser cet hydrogène. Donc c'est un complément qu'il faudrait ajouter effectivement dans cette étude, dans cet outil. Voilà, c'était la dernière question, on me fait signe. Il est 16h20.
Nous sommes pile à l'heure. Si vous avez d'autres questions, CVE, on a un stand au 6A65. N'hésitez pas à passer nous voir. On est encore là aujourd'hui et demain. Et Elodie sera présente au Forum 1 demain pour parler du Power Purchase Agreement avec Marianne Boost qui est aussi chez CVE. Et on est au 6E88. Vous avez un stand, vous aussi? Une loge. Ah oui. Merci beaucoup. Au revoir.